Bonjour, je m'appelle Mélanie Pietri et je vais vous parler de la production de biocarburants à partir de ressources renouvelables en étudiant la sensibilité des microalgues à l'électroporation. J'étudie cette thématique à l'université de Ljubljana en Slovénie dans le cadre de mon stage du Master 2 MVA. Ces dernières décennies, les rapports du GIEC se sont multipliés, indiquant la nécessité de changer nos modes de vie pour sauver la planète. Le développement d'énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles fait partie des mesures importantes recommandées par les scientifiques. Plusieurs alternatives existent. L'énergie hydraulique, éolienne ou encore solaire. Mais parmi ces solutions très citées dans les médias et connues de tous, il en existe une autre sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, l'exploitation des microalgues. Ces micro-organismes peuvent produire des lipides afin de générer des biocarburants, ce qui en fait des composés d'intérêt pour la recherche académique et industrielle. En effet, depuis les années 1960, les microalgues ont été exploitées par plusieurs industriels sous différentes formes avec des photobioréacteurs de géométrie variable. Néanmoins, le traitement industriel doit être amélioré pour être viable économiquement et environnementalement. Plusieurs méthodes peuvent être employées. L'amélioration de l'efficacité photosynthétique, la manipulation de l'environnement cellulaire, l'ingénierie génétique, l'utilisation d'eau usée, mais aussi la coculture avec d'autres micro-organismes. Depuis le début, je parle de microalgues et non d'algues. Mais quelle est la différence entre ces deux termes ? Si on parle de microalgues, c'est parce qu'il s'agit d'organismes microscopiques et unicellulaires assez différents de celle-ci, celle-là ou bien celle-là. Mais au fait, pourquoi ces micro-organismes sont intéressants et quel processus permet de produire des composés d'intérêt ? Pour répondre à ces questions, il faut se pencher plus en détail sur le processus de photosynthèse. Nous partons d'un bassin naturel contenant de l'eau douce ou de l'eau salée avec des microalgues. L'eau contient différents nutriments, des sels minéraux, du phosphate, de l'azote, du fer, etc. Les microalgues captent la lumière du soleil et absorbent le dioxyde de carbone environnant ainsi que les nutriments pour produire du dioxygène, des sucres, des protéines et d'autres composés d'intérêt. Par exemple, les pigments ou composés bioactifs sont intéressants pour divers industriels, de l'agroalimentaire ou du domaine cosmétique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la production de lipides qui peuvent être transformés en lubrifiants, mais aussi en biocarburants. Encore faut-il récupérer ces composés d'intérêt efficacement. Allons donc au laboratoire pour étudier de plus près ces microalgues. On place un échantillon sous microscope. On zoome sur une cellule avec la lumière allumée et un marqueur fluorescent permet de révéler des composés particuliers. Un marqueur non pas comme celui-ci, mais plutôt un marqueur biochimique, comme celui-là. Il révèle la présence de lipides intracellulaires. Éteignons la lumière pour observer cela. Voilà ce que l'on peut voir. Au fil des jours et du développement de cette microalgue, on observe l'accumulation de lipides en verre à l'intérieur de la cellule. Celle-ci est placée en situation de stress biochimique, en modifiant le milieu cellulaire, et comme certains humains, lorsque les cellules stressent, elles accumulent des graisses. Mais comment récupérer ces lipides ? L'un des principaux problèmes pour y arriver, c'est la rigidité de la paroi cellulaire. Le chimiste vous dira d'utiliser un solvant organique pour faciliter l'extraction, mais ces solvants sont souvent polluants. Son confrère biologiste pourra avoir recours à l'ingénierie génétique pour faire en sorte que les lipides soient directement libérés dans le milieu cellulaire. Cette méthode pose néanmoins des questionnements éthiques quant à l'impact sur l'homme et l'environnement des organismes génétiquement modifiés. Allons maintenant voir du côté de l'ingénierie mécanique. Une compression suffisamment importante pourrait permettre de fragiliser la paroi cellulaire, mais reste coûteuse en énergie. L'ingénieur électrique s'appuie sur une toute autre méthode. En plaçant la cellule dans un champ électrique, il est capable de créer des pores dans la membrane de la cellule pour en extraire les lipides. Cette technique s'appelle l'électroporation. Celle-ci est appliquée en plaçant la cellule entre deux électrodes. La tension utilisée pour cela possède une forme bien particulière. On parle de pulse. À l'aide d'un générateur de tension, on peut jouer sur différents paramètres électriques, l'amplitude, la durée du pulse ou la fréquence de répétition. Les paramètres de réglage ont des effets différents selon les applications. On peut choisir de créer des pores dans la membrane de manière irréversible, ce qui entraîne la mort de la cellule. On peut également choisir de créer des pores de manière réversible, pour insérer des composés biochimiques, comme par exemple des protéines, des petites ou larges molécules. Il est aussi possible de faire fusionner des cellules de cette manière. Néanmoins, si l'électroporation est utilisée depuis les années 1970, ce phénomène n'en reste pas moins incompris au niveau des mécanismes moléculaires en jeu dans l'ouverture des pores membranaires. Dans le cadre de mon stage, j'étudie ce phénomène à travers 3 approches, celle de l'ingénierie génétique, de l'ingénierie électrique et des biostatistiques. Les données expérimentales proviennent d'échantillons de microalgues génétiquement modifiés. On parle de mutants. Au lieu de placer ces mutants dans un stress biochimique, je cherche à leur appliquer un stress électrique, c'est-à-dire jouer sur les paramètres des impulsions électriques pour voir quels gènes sont sensibles ou tolérants à l'électroporation. Sur ce large jeu de données, on comptabilise les représentants de chaque mutant qui ont réagi ou non à chaque traitement électrique. Une analyse statistique permettra ensuite de déterminer quels sont les gènes impliqués dans l'ouverture des pores membranaires et de mieux comprendre le phénomène d'électroporation. Je vous remercie de votre attention.